Bonjour, vous êtes en train d'écouter l'épisode 48 de Vivant, La mort n'existe pas, avec Stéphane Alix. Vivant, ce sont toutes les 3 semaines des conversations ordinaires mais inspirantes, singulières et rassurantes pour éveiller votre conscience. Mes invités ont accepté de partager leur histoire et avec eux, vous découvrirez que parler de la mort, c'est avant tout parler de la vie. Ici Teddy Broadley de tranquillité.fr, je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast Vivant. Bonjour à tous et bonjour à toutes, ravi de vous retrouver dans cet épisode qui va bouleverser votre vision de la réalité. Après 15 ans d'enquête, 10 livres publiés, Stéphane Alix a accepté de partager sa conviction la plus profonde, la mort n'existe pas. Ancien journaliste de guerre, c'est le décès de son frère qui l'a conduit progressivement à un travail d'enquête minutieux et rationnel. Sa conclusion est sans appel, notre croyance sur la vie et la mort est aujourd'hui à remettre en question. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma discussion avec Stéphane Alix. Bonjour Stéphane, bienvenue dans Vivant. Je suis vraiment très heureux de te recevoir, mais ça je viens de te le dire en off, donc on va pas y revenir. Comment tu vas ce matin ? Eh ben, très bien, très très bien. Malgré le froid extérieur. Ouais, mais c'est de saison, donc c'est pas très grave. Ouais. Ça va le faire. Pour les gens qui ne te connaîtraient pas encore, pour peu qu'il y ait vraiment des gens dans ce podcast-là qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ? Eh ben, je suis journaliste depuis 35 ans maintenant, ça commence à faire long. J'ai fait d'abord pendant une quinzaine d'années du journalisme classique, dirais-je, du reportage de guerre, du journalisme d'investigation. J'ai écrit un livre sur le trafic de drogue, par exemple, entre l'Afghanistan et l'Europe. Et puis en 2001, mon frère Thomas est décédé dans un accident de voiture en Afghanistan devant moi. Et ça a marqué évidemment un moment de bascule important où j'ai pas changé de métier, je suis pas devenu autre chose. J'ai continué à être journaliste, mais cette fois-ci à m'intéresser à des sujets liés à la conscience, à la survie de la conscience et à toutes ces thématiques. On va en parler. Donc du coup, tu es là aujourd'hui parce qu'il y a un nouveau livre qui est sorti, La mort n'existe pas. Dans ce livre, je te cite, La mort n'est pas la fin de la vie, le redécouvrir est essentiel et c'est à notre portée. Pourquoi redécouvrir ? Parce que je pense que, comment dire, enfin déjà, cette phrase, elle est pas liée à une retraite spirituelle que j'aurais fait dans un monastère, elle est pas liée à ma subjectivité. Cette phrase, c'est une phrase de journaliste objective qui est le fruit d'années et d'années de recherche, d'enquête et d'investigation auprès de médecins, de chercheurs autour des différentes dimensions de la conscience. Aujourd'hui, c'est vraiment une évidence et une partie de la communauté scientifique s'accorde sur ce point. Notre conscience n'est pas réductible à notre activité cérébrale. Notre conscience a une dimension qui échappe au temps et à l'espace. Notre conscience a une dimension spirituelle. C'est pas une croyance, c'est vraiment une déduction. Et le débat est complètement ouvert parce que c'est comme ça que fonctionne la science. La science, c'est pas une citadelle où tout d'un coup tout le monde est d'accord. Il y a des gens qui aujourd'hui dans le monde scientifique considèrent que la conscience a une dimension éternelle et immortelle, et puis d'autres scientifiques qui jugent que les éléments sont pas suffisants pour affirmer ça. Voilà, le débat est en cours, mais il y a quand même des gens qui s'accordent sur cette idée-là. Donc c'est pour ça que j'ai voulu appeler ce titre appeler ce livre comme ça, pardon, La mort n'existe pas, parce que pour moi c'est vraiment une sorte d'évidence qui est devenue mienne au fil de ces années d'enquête. Et du coup, j'en ai oublié ta question. Ah ben non, mais c'est bien. Du coup, je vais faire le lien avec ce que tu dis. Tu dis aujourd'hui, certains scientifiques, en tout cas, c'est partagé, voilà, mais ça évolue plutôt vers la continuité de la conscience, effectivement, et ce fait que notre vie d'humain, on va dire, voilà, ne trouve pas de fin à la mort, quoi, en tant que telle. Et il y a quelque chose possiblement après. La question après, ça sera de savoir c'est quoi l'après. Mais déjà aujourd'hui, comment tu perçois, toi, les liens qu'il peut y avoir sur ces dernières années ? Alors moi, le sentiment que j'en ai, c'est que j'ai l'impression que les choses s'accélèrent, qu'il y a des choses qui sont intriquement liées quand tu regardes l'évolution des connaissances en neurosciences, en physique quantique, en psychologie, parapsychologie et d'autres domaines. Quel lien tu fais entre tout ça, justement, et cette communauté scientifique, en fait ? Est-ce que c'est des gens qui sont liés à ces domaines-là ? Est-ce que c'est
tous ces éléments-là que tu recoupes, en fait, comment travaillent ces scientifiques-là pour prouver ou démontrer en fait cette existence d'une vie après la mort? Je pense que déjà, en fonction des disciplines, on est confronté plus ou moins brutalement à la difficulté de comprendre le réel. Tu évoques la physique quantique, je crois que les physiciens sont peut-être ceux qui sont le plus directement confrontés à la très très grande difficulté de comprendre et de connaître la profondeur du réel. Parce que justement, les physiciens sont en première ligne de ce constat euh, qui conduit presque à une impossibilité avec nos outils humains et notre réalité d'humain à appréhender quelque chose qui se situe en dehors de ce à quoi nous sommes habitués. Nous sommes des êtres humains bloqués dans le temps et dans l'espace. Le passé est révolu, le futur n'existe pas encore, selon notre point de vue Bien sûr. à nous, alors que la physique met en évidence le fait que le temps est lui-même une forme d'illusion. La spatialité, la localisation de la matière est aussi une forme d'illusion. Donc, c'est très, très difficilement possible pour un être humain de se figurer ce qu'est la réalité à un niveau plus ultime. Donc, après, dans d'autres disciplines, la biologie, la médecine ou autres, on est plus ou moins toujours confronté aussi à notamment dès lors qu'on s'intéresse à la conscience, à la très, très grande difficulté de définir de quoi on parle. Les neurosciences s'intéressent à la conscience en partant de l'hypothèse de départ qu'a priori, la conscience est liée à l'activité du cerveau. Pourquoi ? Parce qu'on observe une corrélation entre des schémas d'activité neuronale et des états de conscience. C'est-à-dire quand là, on est éveillé, on va observer une activité particulière. Si je dors, on va observer une activité différente dans mon cerveau. Si je suis évanoui dans le coma ou sous anesthésie, on va observer encore une activité différente. Donc, on postule que notre activité, en fonction de ce qui se passe dans notre cerveau, provoque l'état de conscience dont on fait l'expérience. Sauf que ça, c'est un présupposé qui est mis d'ailleurs pas mal en question par plein d'expériences, comme les expériences de mort imminente et d'autres que je détaille dans le bouquin. Donc, après, comment on étudie ça ? La grande difficulté, en fait, c'est qu'on n'a pas de théorie. La science, pour travailler, a besoin d'une théorie ou a besoin en tout cas d'une sorte de grille de lecture qui lui permet de formuler des hypothèses. La grille de lecture dans laquelle nous vivons depuis quelques siècles, c'est une grille de lecture profondément matérialiste qui postule qu'a priori, toute la réalité a une source matérielle et que tout ce qu'on observe dans la réalité, même les phénomènes psychiques, sont liés à une activité de la matière, en l'occurrence de nos neurones. Donc, la science essaye de formuler des hypothèses, de formuler des expériences, de tester des expérimentations à partir de cette hypothèse-là. Le problème, c'est que si cette hypothèse-là est fausse ou n'est pas n'explique pas, enfin comment dirais-je, est fausse, on va être un peu biaisé dans notre appréhension du réel. Et c'est précisément ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que dans les labos de neurosciences, dans la société en général, quand on essaie de comprendre les phénomènes un peu hors normes, comme les expériences de mort imminente ou autres, si on part du présupposé qu'elles ont forcément une explication dans le cerveau, on va passer à côté de quelque chose d'essentiel. Et c'est ce que je démontre en long et en large dans le bouquin. Donc, il y a beaucoup de scientifiques qui, comme Stephen Lorenz, qui est un neurologue dont je cite le travail au début de mon livre, qui, eux, étudient les expériences de mort imminente, mais en partant du principe qu'a priori, ça doit être dans le cerveau. Donc, c'est un peu le serpent qui se mord la queue et il y a certaines dimensions de l'expérience qui ne peuvent pas rentrer dans la case et dans ce modèle-là. À l'inverse, il y a d'autres chercheurs qui, eux, se disent, quand on observe les expériences dans leur ensemble, elles invalident la possibilité qu'elles puissent être créées par le cerveau. Du coup, il doit y avoir autre chose. Mais autre chose, ça veut dire quoi ? On n'en sait rien. On n'en sait strictement rien. On ne sait pas ce que c'est que la conscience. On ne sait pas comment elle émerge. On ne sait pas quelle est la nature précise de sa relation avec le cerveau. On ne peut que formuler des hypothèses. Donc, en fait, moi, ce que j'explique dans le livre et dans mon travail en général, c'est que on n'a pas de preuve qu'il y a une vie après la mort. On n'a pas de preuve qu'il n'y a pas de vie après la mort parce que le terme de preuve ne s'applique pas en fait à ce type de question. La preuve, c'est un outil qu'on utilise, un terme qu'on utilise plutôt en mathématiques. Dans d'autres disciplines, on parle plus
d'éléments de preuve qui, à fur et à mesure d'être accumulés, permettent de renforcer une hypothèse ou au contraire de l'invalider. Donc, par rapport à la question de la conscience et de la vie après la mort, ou même sans aller jusque-là, des différentes dimensions de la conscience, on est dans une exploration tatillonne qui est compliquée, qui est extrêmement difficile, parce que précisément, on ne sait pas ce que c'est que le réel. On ne sait pas ce que c'est que le monde dans lequel nous vivons. On n'a qu'une connaissance très partielle de cette réalité. Du coup, on avance à tâtons et c'est difficile. Pour autant, dans beaucoup de tes livres, si tu recoupes les choses, alors après, si tu recoupes les choses, il y a quand même beaucoup d'éléments qui, sans poser de certitude, mais qui vont clairement dans ce sens et qui font écho aussi à ce que la société vit aujourd'hui, en fait, vis-à-vis de notre perception de la réalité, du matérialisme, du consumérisme, etc., etc. Tu penses que c'est du hasard? Tu penses que ce Oui, non, message-là doit émerger maintenant? effectivement, j'ai peut-être pas été clair quand je dis qu'il n'y a pas de preuve de la vie après la mort et qu'il n'y a pas de preuve qu'il n'y a pas de vie après la mort non plus. C'est en termes scientifiques que j'entends le mot Oui, preuve. j'entends, oui, bien Mais sûr. quand tu travailles sur ces phénomènes de conscience, que ce sont les expériences de mort imminente ou plein d'autres phénomènes, on accumule un certain nombre d'éléments de preuve, c'est-à-dire d'observations, d'études, de recherches, qui font pencher la balance vers l'idée que la conscience survit à la mort du corps. Et ça, c'est aujourd'hui un constat qui est fait, comme je le disais en début de notre entretien, par beaucoup de scientifiques. Donc, on ne sait pas ce que c'est que la conscience, mais en revanche, en étudiant et en se penchant sur la phénoménologie de plein d'états de conscience modifiés et de plein d'expériences qui arrivent autour de nous quotidiennement à des millions de personnes, on peut avoir la certitude que notre conscience ne se réduit pas à notre activité cérébrale et que donc très certainement elle survit à la mort définitive du cerveau et du corps. Ça aujourd'hui c'est pas prouvé dans le sens mathématique du terme, mais c'est Oui, démontré par un ensemble d'études, de recherches et de travaux de centaines de chercheurs à travers le monde. ok. Dans ton parcours, donc tu as évoqué le décès de ton frère Thomas en 2001, tu en parles souvent dans tes interviews, etc. etc. Mais un an avant, en avril 2000, j'ai retrouvé, c'est pas très difficile à trouver en même temps, mais je ne le savais pas, tu as rencontré le 17e Karmapa. C'était en avril 2000, donc un an avant le décès de ton frère. Avec le recul aujourd'hui, est-ce que tu vois un lien entre ces événements-là et est-ce que ça a influé pour toi ta transition de journaliste classique, entre guillemets, à tes domaines d'exploration actuels? Oui, d'une certaine manière. Il y a rien de magique dans cette rencontre, hein. On rencontre et dans ma vie qui commence à être un peu longue, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont eu des rôles qui ont été déterminantes Bien dans sûr. mon parcours. Cet homme, c'était un jeune garçon de 14 ans quand je l'ai rencontré. Je faisais un petit film pour Arte sur lui. C'est un dignitaire tibétain qui était la plus haute autorité encore présente sur le sol du Tibet et qui s'est échappé pendant le passage à l'an 2000 et qui est arrivé en Inde. Et donc, ça a créé une crise diplomatique. C'était avant la mort de mon frère. J'étais encore grand reporter politique. Donc, j'ai fait un sujet pour Arte sur lui. Et en le rencontrant, j'ai été très intrigué par le personnage parce que j'avais rencontré à cette époque-là déjà des gens célèbres. Donc, c'est toujours intriguant de rencontrer quelqu'un que tu vois beaucoup à la télé et que tu vois devant toi. Mais face à ce karmapa, je ressentais quelque chose d'encore plus déstabilisant et je ne comprenais pas ce que c'était. Et en fait, pendant un entretien un peu surréaliste, il m'a parlé d'autres êtres vivant dans l'univers, comme si, enfin moi j'ai compris qu'il parlait d'extraterrestres par exemple, mais il n'en parlait pas comme quelque chose d'anecdotique, il n'en parlait pas comme quelque chose de métaphorique, il en parlait comme quelque chose de très réel. Et pourquoi, je ne sais pas, mais ce jour-là, tout d'un coup, il y a eu quelque chose qui a été ébranlé en moi. On a tous des mécanismes de protection, on est tous dans une citadelle, dans une armure qui nous rend parfois très confiants dans nos certitudes. Et moi, les miennes à l'époque, c'était tout ce qui est de domaine du surnaturel, du paranormal ne m'intéresse pas, ça n'existe pas, ce sont des bêtises. J'ai autre chose à faire, le monde est suffisamment dangereux et suffisamment perturbé pour commencer à m'intéresser à des trucs farfelus. Et donc ce jour-là, en me parlant de ça,
ce garçon a glissé dans ma tête, arrête d'être aussi péremptoire, même sans t'en rendre compte. Peut-être que des choses auxquelles tu ne crois pas ou que tu juges complètement farfelues peuvent avoir une forme de réalité. Après tout, qui es-tu pour être absolument certain de ce que tu sais? Donc en fait, ce qui s'est passé ce jour-là, c'était il y a 23 ans, c'est précisément une petite tape sur l'épaule qui m'a été donnée par un garçon de 14 ans en me disant t'es bien sûr de toi, mais pourquoi est-ce que tu es aussi sûr de toi? Et ça c'est venu nourrir quelque chose que j'avais déjà en tant que journaliste, que j'ai eu quand je suis parti en Afghanistan la première fois à l'âge de 19 ans, où je me suis aperçu que mes idées préconçues de jeune occidental étaient déjà un peu bousculées par la réalité des Moudjahidines avec lesquels j'avais passé plusieurs mois dans le maquis. Voilà, notre monde, il est fait de beaucoup d'altérité. Notre monde, il est fait de plein de visages différents. Et l'être humain a vraiment tendance très rapidement à ne considérer qu'une seule réalité, à ne considérer que lui a raison et que les autres ont tort. Et en tant que journaliste, cette posture elle est dangereuse parce qu'elle a tendance à t'enfermer dans une seule vision, alors que ton boulot, c'est au contraire de t'ouvrir à d'autres réalités et à d'autres visions du monde. Donc voilà, ce jour-là, ce Karmapa a mis dans ma tête l'idée que même des choses que je considérais comme vraiment farfelues, parce que je suis quelqu'un de rationnel et de cartésien, on pouvait peut-être se pencher autrement. Et en fait, moins d'un an après, mon frère Thomas meurt devant mes yeux, et peut-être grâce à ce qui s'était passé un an avant avec ce Karmapa, qui m'avait pas ouvert sur le spirituel pour autant, mais grâce à cette remarque-là, je me suis dit, après tout, qu'est-ce qui se passe au moment de la mort? Qu'est-ce qui se passe potentiellement après? Pourquoi est-ce que je m'interdirais de poser ces questions-là? Pourquoi est-ce qu'au prétexte que je me sens rationnel et cartésien, je n'irais pas questionner ça? Je suis assez grand pour me faire mon opinion moi-même, donc allons-y. Et effectivement, à partir du moment où je suis parti dans cette direction-là, je me suis aperçu qu'aucune question n'était taboue, aucune question n'était idiote. Il y a juste des mauvaises manières d'investiguer tel ou tel sujet. Mais voilà, la question de la vie après la mort, la question de sommes-nous seuls dans l'univers, toutes ces questions-là peuvent être explorées et sont passionnantes dès lors qu'on s'y plonge, quoi. Et est-ce que tu as l'impression que ces dernières années, il y a quelque chose qui s'est accéléré dans ces domaines-là que tu viens de citer, l'exploration de l'univers, etc., et qu'on est peut-être à peu de temps ou à deux doigts de découvrir des choses qui pourraient complètement bouleverser notre perception de la réalité? On est dans ce processus, mais tu sais, les premières recherches en physique, enfin les premières recherches, les premières modélisations de la physique quantique datent de plus d'un siècle, et déjà, il y a plus d'un siècle, elle remettait en question fondamentalement toute notre grille de lecture. Un siècle après... Est-ce que ça a beaucoup bougé finalement? Ça a beaucoup bougé, et en même temps pas beaucoup. C'est-à-dire que à bien des égards, on est encore câblé d'une certaine façon, comme l'étaient câblés les physiciens de l'époque newtonienne. On continue à vivre et à agir dans ce monde comme si tout était matériel, comme si tout était lié par des causes et des effets, sans avoir pris philosophiquement la mesure de ce que la physique quantique nous indique et ce à quoi elle nous confronte. Donc, d'un certain côté, oui, j'ai l'impression que les choses avancent. D'un autre côté, ça avance lentement. Mais j'ai vu, plus à un niveau politique, de par mon expérience de grand reporter, que parfois les choses ont l'air complètement figées, puis en une fraction de seconde, toute une situation change, alors qu'on ne l'aurait pas imaginé faire aussi rapidement. Voilà, il y a une longue dégradation de la situation en Union soviétique. Et puis, en quelques semaines, tout d'un coup, tout s'écroule. Le mur de Berlin tombe en 1989. Et puis tout change. Tout change à une vitesse prodigieuse. Il y a une dizaine d'années, un peu plus, il y a des dictatures qui semblent indéboulonnables dans plusieurs pays du Maghreb et du monde arabe. Et puis en quelques semaines, après la mort d'un jeune homme en Tunisie, c'est ce qu'on appelle le printemps arabe, tout est bouleversé. Donc voilà, moi je continue à penser que aussi sur des thématiques comme celles qui nous approchent aujourd'hui, et notamment la thématique de la conscience et de la vie après la mort, aujourd'hui j'observe une évolution, j'observe beaucoup de scientifiques qui commencent à
à accepter et à comprendre que la conscience ne se réduit pas à l'activité du cerveau, mais j'observe aussi encore beaucoup de résistance, mais je ne serais pas surpris si dans quelques mois, quelques années, tout d'un coup, il devient évident pour tout le monde que notre conscience est immortelle et que c'est admis et que tout le monde est d'accord sur l'idée parce que c'est ce qui va venir. La question est de savoir quand et en combien de temps ça va prendre. Ça peut prendre quelques années, comme ça peut prendre beaucoup plus de temps, on verra. Ok. Alors, justement, en faisant lien par rapport à ça, les croyances qu'on a et qui nous sont finalement inculquées, c'est transmis dans l'éducation aussi à travers le discours que la société, nos parents, etc., peut tenir. Tu vois, moi, je suis papa de 2 garçons qui ont 6 et 8 ans. Donc, je travaille dans le domaine du funéraire. Hein, donc, la mort, si tu veux, c'est un peu quotidien. Donc, quelque part, c'est pas des questions qui sont tabous à la maison. Pour autant, il me semble que tu es papa aussi. Comment justement un parent, selon toi, peut envisager de transmettre ses enseignements, si je peux utiliser le terme quelque part, à ses enfants dans une société aujourd'hui où, a priori, majoritairement, on- ces questions-là ne sont pas encore visibles et on reste très, très borné dans notre réalité ou dans notre vision de la réalité par rapport à ces sujets? Oui, pour moi, il n'y a pas de, il y a pas de doute. Il faut en parler. Il faut laisser s'exprimer les choses. Surtout les enfants ont aussi des questions et peut-être l'envie d'exprimer des choses. Moi, ma fille avait 3 ans et demi quand son oncle est mort, quand mon frère est mort. Et donc, dans les années qui ont suivi, il y a eu des moments où elle avait besoin d'exprimer des choses. Elle avait des inquiétudes, elle avait de la tristesse. Quelques années après la mort de mon frère, elle m'avait partagé notamment sa tristesse de commencer à oublier des moments qu'elle avait vécu avec lui. Mhm. Donc, avant de parler, simplement déjà laisser s'exprimer les questionnements que peuvent avoir nos enfants. Et après, comment leur faire partager que nos certitudes sont fragiles et que notre société qui dit qu'il n'y a rien après la mort n'est pas forcément rationnelle dans cette affirmation-là, bah, en expliquant précisément qu'on n'a pas tous le même avis, que des gens partagent des avis différents, ce qui compte, c'est de savoir écouter, de savoir accepter la différence de l'autre et de comprendre comment les autres ou comment nous-mêmes développons nos propres croyances et nos propres certitudes. Euh, voilà, moi je me souviens d'un moment cocasse avec ma fille. Euh, c'est, je lui parlais assez librement de mes enquêtes, de mes découvertes, des sujets sur lesquels je travaillais. Je me suis intéressé beaucoup à la question extraterrestre, par exemple, à la question Mhm. des ovnis, mais aussi à la question de la vie après la mort, etc. Et à un moment, elle était très jeune. Elle m'a posé la question, mais dis papa, est-ce que les extraterrestres, c'est comme le Père Noël? Euh, et du coup, là, je me suis dit, waps, là, si je veux garder ma crédibilité, il va falloir que je sois assez clair sur la question du Père Noël. Et du coup, ça a motivé une grande discussion où j'ai dit à ma fille, écoute, pour le Père Noël, maintenant tu es grande, je vais pouvoir te dire que c'est quelque chose qu'on raconte aux enfants. Voilà, je sais plus comment j'avais formulé les choses, mais voilà, là, ça a été un moment compliqué où il a fallu que je dise, écoute, le Père Noël, c'est un mythe pour les enfants. La Par question des contre, extraterrestres, c'est on un sait, autre sujet, ouais, c'est un c'est autre ça. registre. Ça existe peut-être pas, mais on n'est pas dans la croyance, on n'est pas dans le conte. On est dans un sujet sur lequel on peut investiguer. Alors que le Père Noël, c'est d'un autre registre. Ça avait été chaud comme moment, ça. Ça, j'imagine. Au final, ça fait ton livre, c'est 15 ans finalement, enfin, tu vois, un petit bilan de 15 ans et de où on en est aujourd'hui. Euh, Même si tu as un peu répondu à la question d'un point de vue global, toi personnellement, en quoi ces 15 dernières années ont modifié ta vision du monde, de la spiritualité, etc. C'est quoi pour toi aujourd'hui? Bah, pour moi, aujourd'hui, c'est devenu absolument une évidence que, que je suis comme toi tu es et comme les gens qui nous écoutent sont beaucoup plus que ce qu'ils pensent être. Mhm. Que nous ne sommes pas réductibles à notre corps, à notre cerveau, qu'il y a quelque chose en nous qu'on va appeler une âme qui existe avant que nous naissions et qui continue d'exister après que nous mourions, après que notre corps meurt. Donc d'une certaine manière, pour cette âme, la mort n'existe pas. C'est pour ça que ce titre est pour moi si important et Mhm. si en correspond vraiment à la réalité.
Et cette évidence, je n'y suis pas venu, encore une fois, uniquement par un processus d'introspection ou une sorte d'adhésion à une croyance, en adoptant une foi particulière. J'y suis arrivé parce que pendant des années, d'abord et prioritairement, j'ai enquêté sur les expériences de mort imminente, sur les moments de conscience accrue au moment du décès, sur la lucidité terminale, sur tous ces phénomènes que je liste dans le livre, qui sont des phénomènes observés, que l'on peut objectiver, qui sont réels et qui, s'ils devaient s'expliquer par un cerveau qui fabrique la conscience, seraient complètement impossibles et ne pourraient pas se produire. Et pourtant, ils se produisent et par millions. Donc, c'est vraiment un constat objectif, scientifique, qui est de dire que notre conscience ne se réduit pas à notre activité cérébrale. Et en parallèle de ce constat, depuis 2006, donc ça commence à faire beaucoup, j'ai entamé aussi un chemin d'exploration personnelle à travers notamment le chamanisme, l'induction d'états modifiés de conscience forts et un ensemble d'expériences que j'ai fait moi-même pour vivre moi-même ces états de conscience, pour vivre moi-même ce que rapportent les expérienceurs de mort imminente, pour aller voir moi-même de l'autre côté avec différentes techniques. Et en fait, ce double chemin qui a été à la fois un chemin d'enquêteur et un chemin d'expérimentateur m'a permis d'arriver à cette confiance à la fois intellectuelle et rationnelle et à la fois émotionnelle que nous sommes une âme immortelle, en fait. Parce que j'en ai fait à la fois l'expérience et j'ai pu en faire le constat objectif. Donc aujourd'hui, je suis extrêmement serein par rapport à ça. Je suis extrêmement inspiré aussi de ce constat dans ma vie quotidienne en ne considérant plus ma vie comme la simple traversée d'une existence où le but serait de se faire le maximum plaisir, mais je traverse l'existence maintenant en la considérant comme une sorte de Mission? Oh non, 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 oh là là, non, non. Non, pas ça. De moment qui est rendu confus peut-être par la présence d'une identité auquel je crois. C'est-à-dire que notre âme, mon âme, elle est écrasée, comme la tienne, comme celle des gens qui nous écoutent, elle est écrasée par la personnalité que nous avons construite, que notre cerveau a échafaudée au fil des années depuis notre naissance, pour devenir des êtres humains fonctionnels, pour devenir quelqu'un qui peut traverser son existence en étant plus ou moins équilibré. Notre cerveau a bâti une sorte de mécanisme de fonctionnement qui, d'une certaine manière, nous coupe de notre âme. Et dans la petite enfance, ça, la psychologie et les neurosciences le mettent en évidence, dans la petite enfance, notre cerveau s'est construit sur plein de choses qui ne sont pas forcément réelles, qui sont juste des réponses adaptatives qu'il a mis en place. Je prends un exemple. Tu as 1 an, tu vas voir ton papa pour jouer, tu es plein de bonheur, et puis tout à coup, ton papa, lui, il est occupé à autre chose, il te dit non, non, pas maintenant. La façon dont ce pas maintenant est dit, sans même aller jusqu'à la violence, juste un pas maintenant, un pas maintenant un peu péremptoire, peut avoir sur le petit garçon ou la petite fille un impact colossal. Ouh là là, je vaux rien, je dérange tout le monde, etc. Donc, notre être humain, notre personnalité se construit avec l'interaction, à partir de l'interaction que nous avons avec notre environnement, nos parents, nos amis, à l'école, etc., etc. Et on bâtit un personnage qui n'est pas un personnage réel, qui est un masque, qui est une sorte de pantin adaptatif qui croit que le monde est comme ça parce qu'il a eu telle ou telle réponse de son environnement. Et on se construit comme ça. Et tout ça est tellement écrasant que notre âme disparaît et est complètement inhibée par son fonctionnement cérébral. Donc, je traverse l'existence aujourd'hui en ayant conscience de ça, en ayant conscience que mes décisions, mes croyances, mes pensées ne sont peut-être pas l'expression de mon âme, mais sont peut-être l'expression d'un être confus qui est le personnage que nous nous sommes construits. Et ça me conduit à remettre en question à chaque seconde ok, pourquoi est-ce que je décide ça? Pourquoi est-ce que je pense ça? Pourquoi est-ce que je fonctionne comme ça? Est-ce que c'est vraiment juste ou est-ce que c'est lié plus à des mécanismes automatiques en fait de réponse, des croyances intérieures, une sorte de paire de lunettes que j'aurais façonné et qui me permet de voir le monde, mais de voir le monde d'une façon déformée. Parce que nous sommes des êtres confus. Nous sommes des êtres habités par une forme d'illusion.
Et ça, d'ailleurs, les différentes traditions spirituelles le disent, hein, et invitent l'être humain à travailler justement à dissiper cette confusion et cette illusion. Donc, c'est ce que j'essaye de faire. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis. Ah si, c'est C'est plus clair absolument dans très mon clair. bouquin. Non, c'est très très clair. C'est très très clair. J'ai eu une discussion il y a quelques mois de ça avec Patricia Daré. Je ne sais pas si tu l'as déjà rencontrée, mais en tout cas, je pense que tu vois très bien Oui. qui elle est. Patricia m'a dit, je lui posais les mêmes questions sur l'évolution de ces dernières années, etc., vers où on va, etc. Elle m'a dit, mais concrètement, Teddy, aujourd'hui, la spiritualité, beaucoup la consomment, mais très peu la vivent. Ça te fait dire quoi, ça? Qu'est-ce que tu en penses? Écoute, pour moi, oui, la spiritualité, c'est quelque chose qui est assez inconfortable, en fait. Mm. Parce que la spiritualité, c'est d'une certaine manière la tentative de reconnexion ou de connexion à cette dimension essentielle qui est au fond de nous, qui parfois nous oblige justement à ébrécher un petit peu le personnage que nous pensons être et la structure que nous pensons être. Donc, si on s'engage sur un chemin spirituel, déjà, ça se fait pas en un week-end, ça se fait en une vie. C'est la vie entière qui doit être orientée. Et parfois, ce chemin peut nous conduire à réaliser que la personnalité que nous avons échafaudée durant notre vie, elle est partie dans une mauvaise direction, où elle croit des choses qui sont fondamentalement fausses. Donc, la reconnexion à notre dimension spirituelle peut parfois effectivement être inconfortable. Et ça, c'est effectivement à l'opposé de notre société qui a mis le bien-être et le développement personnel sur un piédestal en postulant que si on entre dans cette démarche-là, c'est forcément pour être dans le bonheur, pour aller bien et pour que tout bouge pas en fait et qu'on soit dans une espèce de félicité un peu angélique. Euh, on vit dans une société de consommation, on vit dans une société qui postule que tout ce qui fait mal, tous les échecs, ça ne doit pas exister, on doit s'en prémunir. Mais je pense que c'est pas ça la vie. Euh, je pense que justement notre âme, notre dimension spirituelle, si on s'engage dans une voie qui s'éloigne de son essence, elle va s'arranger pour nous remettre sur les rails en nous envoyant des signes, en nous envoyant peut-être parfois même des épreuves ou des choses qui vont être difficiles. Et c'est précisément grâce à ça qu'on peut se remettre dans un chemin plus juste, plus épanouissant pour nous-mêmes. Donc, si on considère toutes les épreuves et tous les échecs comme des choses qu'il faut absolument éviter, bah, on s'interdit peut-être d'entendre des messages de notre âme qui sont là pour nous aider plutôt que pour nous punir, quoi. Voilà ce que je peux en dire. Ok. Sur les 15 dernières années, ton expérience la plus marquante, si tu devais en retenir qu'une. Ouf. Ouais, je sais, ouf, comme tu dis. Ou troublante, hein, comme tu veux après. Bah, peut-être la plus importante, c'est plusieurs expériences, mais que je peux rassembler en une seule, qui sont d'une certaine manière le moment où, avec les techniques chamaniques, j'ai réussi enfin à passer de l'autre côté, à ne plus être saisi par mes peurs, bloqué par mon fonctionnement cérébral, mais que je suis parvenu à vraiment m'abandonner, à vraiment lâcher prise et, euh, et à, et à vivre moi-même ce qu'on peut appeler une expérience de mort imminente. Depuis presque 20 ans que j'ai découvert les expériences de mort imminente, je rêvais de faire moi-même cette expérience-là pour être sûr, pour ressentir ce que ces gens ont ressenti. Euh, des gens des témoins qui rapportent avoir pénétré dans une réelle réalité. Des témoins qui racontent s'être réveillés, en fait, comme si notre vie entière avait été un rêve et que tout d'un coup, ils se réveillent à la vraie réalité, être sortis de leur corps, avoir observé la réalité en n'étant plus liés à leur corps quelques secondes ou quelques minutes. Je voulais vivre ça sans savoir du tout comment, et aucun médecin n'aurait accepté de m'induire un arrêt cardiaque pour que je puisse vivre une expérience de mort imminente. Mais à travers le chamanisme, j'ai réussi à vivre ces expériences-là. Je le raconte vraiment en détail. C'est un très, 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 très long chemin qui m'a pris 15 ans. Mais au bout de ce cheminement, je suis parvenu à plusieurs reprises à, à induire ces expériences et à aller de l'autre côté, à
et à pénétrer dans une dimension absolument indicible qui est celle dans laquelle nous pénétrons après notre mort. Donc ça a été vraiment des moments profondément, enfin, plus que ça même, extrêmement impactants, extrêmement enseignants, dont je parle à la fin de mon livre et que je continue qui continue de me fasciner et de m'interloquer. Ok. 2-3 questions pour terminer. Quelles vont être pour toi les prochaines étapes? Tu as fait beaucoup de choses, hein, tu as créé l'INRES, tu as écrit des tas de bouquins, tu as fait beaucoup de conférences. Enfin, vraiment, de mon point de vue à moi, tu as un rôle majeur dans l'évolution des consciences sur ces thématiques-là. C'est quoi les prochaines étapes pour toi? Continuer à explorer les différentes dimensions de notre conscience et puis surtout à inscrire plus durablement et plus solidement une forme d'engagement quotidien dans une discipline spirituelle. La spiritualité, c'est pas, comment dirais-je, un truc à faire uniquement le dimanche ou pendant des week-ends de développement personnel. C'est quelque chose à installer au quotidien dans sa vie, parce que notre âme, elle est là au quotidien. Donc, je me rends compte aujourd'hui de l'importance d'une pratique spirituelle quotidienne pour justement déployer véritablement la connexion avec l'âme qui est possible. Et donc, je m'y emploie et voilà, ça donnera lieu très certainement à d'autres livres, à d'autres films. Voilà, les choses sont ouvertes de ce point de vue-là. Bon. Je demande souvent à mes invités de partager un livre, un livre ou une ressource, n'importe quoi, que tu aimerais partager avec les gens qui nous écoutent. Qu'est-ce que tu aimerais, voilà, un livre qui t'a marqué ou un docu Depuis plusieurs mois, je passe beaucoup de temps en Inde et je m'intéresse notamment aux textes sacrés de l'Inde, les Védas, Mhm. et aussi un texte dont on a beaucoup entendu parler, qui s'appelle la Bhagavad Gita, Mhm. qui est un texte qui raconte, qui est extrait du Mahabharata, qui est une très très grande fresque indienne. La Bhagavad Gita, en fait, se déroule dans un temps extrêmement réduit sur un champ de bataille où Arjuna, un personnage important de l'histoire, doit combattre ses ennemis. Et il éprouve de grandes difficultés parce que parmi ses ennemis, il y a des gens de sa famille, il y a des gens qui sont proches de lui, et il se pose beaucoup de questions en disant, mais est-ce que c'est juste pour moi de faire la guerre au risque de tuer des amis ou des gens de ma famille? Mais en même temps, il faut que je la fasse cette guerre parce que je combats pour la justice et en face, ils sont pas justes, etc., etc. Donc, il se pose des tas de questions et il conduit un char. Et à un moment, sur le char, monte Krishna, qui est un de ses amis et qui va lui expliquer la vie, en fait, lui expliquer au-delà de la guerre, au-delà du champ de bataille, au-delà de l'endroit où est localisé ce questionnement. Krishna, en fait, lui parle de comment est-ce qu'on fait pour décider de quelque chose dans la vie, comment est-ce qu'on sait que nos choix sont justes. Mhm. Parfois, quand ces choix-là ont l'air de heurter notre morale ou l'éthique d'une société, comment est-ce qu'on sait qu'ils sont justes? Qu'est-ce que ça veut dire entrer en action? Et du coup, ce livre, la Bhagavad Gita, parle pas forcément de la guerre, mais parle en fait de toute la vie, en fait. Comment on conduit notre vie, sur quelle base morale, sur quelle base éthique, sur quelle base d'action on peut s'engager dans l'existence. Et, euh, et c'est un texte qui est formidablement inspirant, bien au-delà de concepts philosophiques étriqués. Mhm. Et moi, je lis pas ce texte dans sa version originale parce que c'est un texte qui reste opaque quand il n'y a pas une culture prodigieuse. Et il y a un livre qui m'a profondément marqué, que je suis en train de lire, mais je le lis depuis des mois, Mhm. qui est un livre qui s'appelle Le Yoga de la Bhagavad Gita, qui a été écrit par un philosophe indien qui s'appelle Sri Aurobindo, Mhm. qui était un philosophe, mais un philosophe pas à la mode occidentale, un philosophe qui est aussi éveillé, qui est aussi, lui, a vécu un chemin spirituel qui l'a amené à une compréhension presque ultime de la réalité des choses. Donc il a à la fois le bagage philosophique pour comprendre un texte, mais aussi l'expérience humaine qui lui permet de comprendre l'essence de ce dont il parle. Donc le Yoga de la Bhagavad Gita, qui est un livre qui a été traduit notamment en français, est une analyse de ce texte
sacrés de l'Inde, avec un double regard, celui du mental et celui du cœur. Et c'est un gros livre, un peu complexe, mais qui est d'une profonde source d'inspiration pour moi depuis plusieurs mois et qui va continuer à l'être parce que ça demande du temps de se plonger dedans. Il est lourd, c'est un gros pavé. Il est un peu épais, mais c'est surtout que Sri Aurobindo est quelqu'un qui coupe les cheveux en quatre et qui va vraiment très très au fond de ses explications. C'est à la fois, c'est très très riche et très dense, mais c'est prodigieux. C'est prodigieux parce que nous, dans notre société occidentale qui n'a privilégié que le mental et que l'intellect, on passe à côté de plein d'éléments de compréhension. Et Sri Aurobindo est un philosophe qui a été éduqué à Oxford, en Grande-Bretagne, mais qui est aussi d'origine indienne et qui a retrouvé sa culture indienne en revenant en Inde après. Il a été... Et du coup, il arrive à marier dans ses textes à la fois quelque chose qui pour moi a beaucoup d'importance, qui est notre intellect, et notre capacité à mentaliser et à comprendre des concepts, mais il le fait aussi d'un point de vue et d'une position où il a lui-même vécu des expériences psychospirituelles, il a lui-même vécu un cheminement d'éveil, donc il a aussi ouvert sa dimension de cœur, en fait. Et pour moi, c'est ça que je trouve extrêmement précieux, de réussir à trouver un point d'équilibre entre le cœur et le mental. Le mental est indispensable à la compréhension de notre réalité, mais le cœur aussi. Et dans notre société occidentale, on ne privilégie que le mental et le cœur, et surtout moi, dans mon parcours, c'est ce dont je me suis aperçu, on l'a mis de côté, sous prétexte que tout ce qui est subjectif, tout ce qui est de l'émotion, tout ce qui est du domaine du cœur, n'a pas beaucoup de pertinence. Et en fait, c'est vraiment essentiel. Donc voilà pourquoi le yoga de la Bhagavad Gita est pour moi un ouvrage majeur et extrêmement inspirant. Ok. Si je devais te laisser le mot de la fin. Soyez conscient que vous êtes toujours dans des certitudes qui sont limitées. Tout ce que vous pensez croire, tout ce que vous semblez être si sûr de savoir, gardez toujours à l'esprit que le doute est là et que vos certitudes sont peut-être construites sur des cheminements qui sont pas si justes que ça. Remettez-vous en question tout le temps. Ça me va. Moi, plus j'ai l'impression de savoir des choses, moi j'ai l'impression d'en savoir. C'est une boucle infinie, donc c'est chouette. Merci beaucoup Stéphane pour ce moment. Merci Teddy. C'était un vrai plaisir et prends soin de toi et puis j'espère à une prochaine fois. Avec plaisir. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez pris plaisir à écouter cet épisode autant que j'en ai eu à l'enregistrer. Il m'a fallu 6 heures de travail pour vous proposer ce podcast. Alors je vous invite à me soutenir en prenant 1 minute de votre temps pour laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Et pourquoi pas liker, partager et commenter cet épisode sur vos réseaux sociaux. J'en profite également pour vous souhaiter à vous et à vos proches une très belle année 2024, qu'elle vous apporte sérénité, calme, paix intérieure, et pourquoi pas que vous commenciez à récolter les fruits du travail effectué sur ces 3 dernières années. Je vous donne rendez-vous dans 3 semaines pour un nouvel épisode. Mon invité sera Charlotte Kennel de Néorite pour parler design et rites funéraires. Et je vous dis à très vite donc, et d'ici là, prenez soin de vous.